On est d'accord pour dire qu'il existe de bonnes et de mauvaises réponses, mais on a plus de mal à imaginer qu'il puisse y avoir de bonnes et de mauvaises questions. Si vous vous intéressez aux effets du divertissement sur les écrans, je vous invite à faire attention aux questions qui sont posées et à la manière dont elles sont formulées. Je vais vous présenter ici des questions que j'ai trouvées et on verra pourquoi certaines sont meilleures que d'autres. Quand on aborde le sujet sur les écrans, on commence souvent par une question. Et c'est intéressant de voir comment la manière de les formuler oriente les réponses. Quand on cherche des vidéos sur le sujet, on tombe sur des questions comme « L'exposition aux écrans est-elle forcément toxique ?» Et on comprend bien que la manière de formuler cette question influence directement la réponse qui sera « Non, ce n'est pas forcément toxique ». Le problème avec les mauvaises questions est qu'elles nous orientent vers des réponses pas très intéressantes. Dans mes vidéos, j'ai déjà donné quelques exemples. Quand on s'intéresse à une éventuelle addiction au jeu, on a tendance à se demander « est-ce qu'il joue beaucoup ?» On a vu que cette question n'est pas la meilleure parce qu'on peut jouer beaucoup sans que ça ne pose de problème, comme avec les joueurs professionnels. Et j'avais plutôt proposé la question « est-ce que la consommation de jeux est compatible avec la vie désirée ?» Dans toutes les questions imaginables, il existe des catégories. Une de ces catégories regroupe toutes les questions qui se demandent si c'est possible. Par exemple, est-ce qu'il est possible d'avoir une addiction aux jeux vidéo ? C'est une question que j'ai posée et j'avoue que ce n'était pas forcément la plus pertinente. Parce que même si c'est possible, ça ne signifie pas que la pratique doit forcément nous inquiéter. Par exemple, s'il est possible d'avoir une addiction au sport, ça ne signifie pas qu'on doit tous éviter d'en faire. Et c'est pourquoi j'ai complété cette vidéo avec d'autres questions pour approfondir le sujet. Dans cette catégorie de questions sur ce qui est possible, on peut se demander s'il est possible de jouer beaucoup et de réussir ses études. D'après Yann Leroux, la réponse est clairement oui. On peut jouer beaucoup, et encore beaucoup, et faire maths sup, maths spé. Ça ne détruit pas nécessairement les études. Cette catégorie de questions a un intérêt limité parce qu'on s'en fout de savoir si c'est possible. Ce qui nous intéresse est de savoir ce qui se passe en général. Par exemple, est-ce qu'il est possible de gagner au loto 4 fois d'affilée? Oui, et alors? En général, on perd de l'argent en tentant sa chance. Donc, on s'en fout de savoir s'il est physiquement possible de réussir ses études en jouant beaucoup. On veut savoir ce qui se passe en général. Et passer des milliers d'heures sur des jeux a plutôt tendance à réduire les chances de finir ses études. Une autre catégorie de questions regroupe celles qui manquent de précision. Ces questions rassemblent dans le même panier des choses très différentes. On trouve par exemple est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Sans prendre la peine de distinguer les types de jeux et de différencier les jeux violents de ceux qui ne le sont pas. Il y a aussi toutes les questions qui concernent les écrans d'une manière générale et qui ne distinguent pas le divertissement du reste, comme pourquoi les écrans nous rendent accros? Comme si Wikipédia avait tendance à nous rendre accros. Une autre catégorie de questions s'intéresse aux conséquences gravissimes. Dans cette catégorie de questions qui s'intéressent aux conséquences graves, on retrouve les écrans vont-ils nous rendre stupides? Est-ce que les jeux vidéo sont dangereux? Ou les écrans rendent-ils idiots? Devenir idiot à cause des écrans serait extrême. Et en formulant les questions de cette manière, on aura forcément des réponses rassurantes. Non, évidemment qu'on ne deviendra pas idiot. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on voulait savoir? Dans cette même catégorie, on a la société de loisirs est-elle une fabrique à crétins? Des fois, les interrogations ne sont pas présentées sous la forme d'une question, mais on retrouve la même préoccupation sur les conséquences gravissimes. Comme dans un livre de Nicolas Poirel, où il écrit « L'enjeu est de déterminer si les modifications cérébrales liées à la télévision conduisent à des perturbations cognitives dangereuses ou non pour l'enfant. » Le problème de ces questions sur d'éventuelles conséquences gravissimes est qu'elles mettent la barre beaucoup trop haute, et il faudrait vraiment que les effets soient massifs et rapides pour observer quelque chose. En s'intéressant exclusivement aux conséquences catastrophiques, on a toutes les chances de n'observer aucun effet parce qu'on ne se focalisera que sur des comportements impressionnants comme les addictions, les meurtres et le suicide. Alors qu'il pourrait y avoir des conséquences moins graves mais qui mériteraient malgré tout notre attention. Quand on se demande « les jeux vidéo nous rendent-ils violents ?» Bon, déjà il y a un manque de précision qui ne cible pas les jeux violents, mais surtout on s'intéresse à un comportement extrême. Parce que pour être violent, il faut quand même franchir un grand nombre d'étapes. Les jeux violents peuvent modifier notre comportement même si on ne devient pas systématiquement un serial killer. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre d'adopter le même comportement que les personnages des jeux
pour commencer à envisager qu'il y ait un effet. Et c'est pour ça que lorsque j'ai abordé le sujet, je ne me suis pas demandé si les jeux vidéo violents rendent violents, mais s'ils rendent moins sympas. Pour mieux comprendre les limites de cette catégorie de questions, on va prendre un autre exemple avec les jeux bienveillants. Si on veut absolument s'intéresser aux conséquences extrêmement importantes des jeux vidéo, on peut se demander: est-ce que les jeux vidéo bienveillants augmentent les dons d'organes? Les expériences seraient assez faciles à mettre en place. Il suffirait de construire 2 groupes de participants. À certains, on leur fait jouer un jeu neutre, comme un jeu de sport, et à d'autres, on leur fait jouer à un jeu bienveillant. Puis on leur demande s'ils ont prévu de donner un de leurs organes. Et si les 2 groupes donnent les mêmes réponses, c'est que les jeux n'ont vraiment aucun effet sur notre comportement. On pourrait pousser l'étude encore plus loin en s'intéressant au lien entre la sortie des jeux prosociaux et le pourcentage de dons d'organes au niveau national. On sélectionne 3 jeux prosociaux qui se sont bien vendus, sur des milliers, puis on regarde s'il y a eu un pic de dons d'organes juste après. Alors d'après les données, il n'y a pas eu une augmentation des dons d'organes à la sortie de ces 3 jeux, donc vraiment on peut dire que les jeux n'ont aucun effet. Ces exemples paraissent ridicules, mais je vous assure que c'est comme ça que beaucoup de chercheurs abordent la question des jeux violents. Donc soyez à l'affût des questions extrêmes et essayez de les reformuler parce que les effets du divertissement sur les écrans peuvent mériter notre attention même si les conséquences ne sont pas gravissimes. La dernière catégorie de questions que l'on va voir est celle des questions philosophiques. Par exemple, dans le livre Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes, Elena Pasquilini se demande: est-ce que les écrans modifient notre manière de penser? On trouvera aussi ce genre de questions avec Yann Leroux. Est-ce que les jeux vidéo sont une simulation du réel? Je laisse les philosophes le soin de répondre à ces grandes questions métaphysiques. Quand vous cherchez d'autres informations sur le sujet, faites attention aux questions qui auront été posées. Il n'est pas rare de trouver d'excellents chercheurs répondre correctement à de mauvaises questions. Dans la prochaine vidéo, on verra que les questions que l'on se pose sur ces sujets, et donc les réponses que l'on donne, sont très souvent liées à notre idéologie et à notre vision du monde en général.